Ce qui m'a saisi dans votre travail, c'est le mouvement. J'ai été sensible à un mouvement. Je me suis dit, mais voilà un texte, il est tout le temps en mouvement. Il y a le mouvement du texte qui est en train de s'écrire, évidemment, du texte qui s'écrit. Et il y a un autre mouvement, de par à la fois le sujet traité, et puis votre style. Le style que vous avez là dans ce travail, du reste. Il y a un mouvement, évidemment, qui est lié à cette problématique des ternaires, puisque, au fond, le texte est scandé d'un repérage, et aussi des conséquences que ça peut avoir, des ternaires différents, on pourrait les nommer. Il y en a déjà, évidemment, c'est tous les ternaires des personnages du roman de Lolvestein. Bon, je ne vais pas reprendre cela là maintenant. Qui sont quand même, qui relèvent du être à trois, qui est quelque chose qui réalise au fond le fantasme de Lol. Vous connaissez suffisamment le texte. Il y a un autre ternaire aussi à l'œuvre qui est savoir, sexe, vérité, par exemple. Mais tout de suite, ce que vous essayez de montrer, c'est qu'il y a un ternaire en plus, parce que Lacan, il rend hommage à Duras. On va dire, il lit le texte de Duras, et puis, avec son style si parti singulier, il en dit quelque chose, mais il n'y a pas que ça, il y a qu'il s'inclut lui-même dans le texte. C'est-à-dire qu'il y a un autre ternaire qui, certes, comme vous le dites, ne prolonge pas le fantasme de Lol, bien au contraire, il se laisse travailler par le fantasme. Pourquoi faire? Pour, au fond, certes, rendre hommage à Duras, pour qu'il ait venu, je crois, de l'estime et de l'admiration, même si elle pouvait dire qu'elle lui faisait un peu peur de temps en temps, mais ça tournait, mais également parce que ça va lui permettre de re-questionner la sublimation. Je crois que, bon, c'est ce que vous allez, vous, à votre tour, travailler. On va voir ce que ça donne à votre tour. Avec un Lacan qui, évidemment, s'appuie sur le texte de Duras, mais non content de cela, va requérir une autre Marguerite de Navarre, l'Heptaméron, va s'appuyer sur une des nouvelles de ce texte, pour justement, dans un jeu de décalage d'un ternaire l'autre, essayer de reprendre les choses pour nous montrer combien la sublimation, si je vous ai bien suivi, Eric, c'est quelque chose qui tourne autour de la connexion des pulsions, et en l'occurrence là, voire regard. Mais ça, c'est un point, je crois quand même que ça sera intéressant que vous puissiez en dire quelque chose, me semble-t-il. Je crois. Alors, nous voilà donc avec un autre ternaire, à nouveau, Lacan, Marguerite de Navarre, l'Heptaméron, l'amour courtois, on pourrait dire presque du reste, au passage, je ferais peut-être un nœud à 4. Vous n'êtes pas, c'était une question que j'avais. Bon. Ça va permettre quoi? Ça va permettre effectivement de reprendre ce que Lacan avait pu largement développer dans l'éthique, sur la sublimation, à partir de sa lecture de Freud, la reprise de Dasding, et comment il avait du reste autour du vide de la chose, inclus la pulsion de mort, et aussi le nom du père. Et ça, vous le rattrapez aussi, vous, en déplaçant le nom du père de son histoire oedipienne, je dirais, comme ça, du petit scénario oedipien, vers l'impossible qui est lié à la chose. Ce qui pose la question du reste du nom du père comme sublimation. Question qu'on pourra retrouver plus tard, vous en faites un peu allusion aussi, au moment d'un Lacan avec les nœuds borroméens, et les noms du père, le nom du père comme suppléance, le père nommant, le père nommé, bon. Vous posez du reste la question de savoir si aussi la sublimation peut-elle faire nom du père. Je me disais, c'est faire suppléance, peut-être que vous voulez dire, je ne sais, c'est une question aussi, ça. Mais alors, quel objet va être élevé à la dignité de la chose dans toute cette histoire? Parce que la sublimation, vous vous souvenez,
élever l'objet à la dignité de la chose. Et c'est là que vous pointez quelque chose de tout à fait fort, et que vous allez peut-être pouvoir reprendre aussi, c'est que ce qui va être élevé au rang de la chose, ça va être l'écrit, ça va être la lettre qui est en jeu. Hein. C'est-à-dire qu'on va passer de l'être à 3 du fantasme, je dirais, à la lettre à 3. Hein. En précisant aussi que ce texte de Lacan est un texte qui s'inscrit entre ce qu'il avait développé de la lettre avec le séminaire sur la lettre volée et puis ce qu'il va développer après avec l'étude à terre. C'est la lettre comme objet qui écrit et est prise comme le sujet dans cet hommage. Alors, ce rapide passage comme ça, on pourrait aussi ajouter le ternaire en ce qui concerne l'amour courtois du réel de la mort, symbolique le dire de l'amour, imaginaire l'amour courtois. Ou aussi vous rattachez ça avec le nœud borroméen, et aussi la première occurrence, je te demande de refuser ce que je te donne parce que c'est pas ça, avec le A enserré qui tient, qui est enserré, qui tient et enserre les 3 dimensions. Je me suis demandé, pour commencer, ce sera un peu les questions comme ça que j'aurais envie de... Peut-être, si cela vous séduit comme question, après tout, hein, vous avez les vôtres aussi, des choses à nous dire. Je me suis demandé si, à l'issue de ça, il n'y aurait pas de nouveaux ternaires. Alors j'en verrai un que je nommerai comme ça, Porges, Lacan, Duras. Puis il pourrait y en avoir un autre où je mettrais Porges, Lacan, un lecteur. Je me suis dit ça parce que j'ai eu le sentiment que le travail que vous avez fait, il y a un autre style d'écriture. Il y a un autre style d'écriture. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre autrement que de la façon dont vous avez jusqu'à présent écrit. Même si ça participe toujours pour vous de ce mouvement de forer le texte lacanien, d'en soulever les paradoxes, d'éclairer des points si obscurs, de faire des ponts entre des choses que pas forcément vraies. Je trouve qu'il y a autre chose. Je me suis demandé en quoi ce texte peut peut-être marquer votre style, mais il va de ma lecture, évidemment. Hein, c'est pas sûr que ça soit ça. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir retravailler Hommage ? Après tout ce que vous avez travaillé, tout ça, Hommage, pourquoi ? Vous auriez pu travailler Littérature à terre. Vous avez fini ? Oui, pour l'instant, oui. Oui, je ne veux pas vous accabler. Non. Je ne veux pas vous accabler, Eric. Pas parler longtemps. Ah non, je ne peux pas faire, je fais dans le concis. Et puis en plus, je vous dirais, je s'étais ennuyé comme une poule avec un faux col avec votre texte pour l'attraper. Il faudra essayer d'attraper quelque chose. Pas facile. Autant les autres, c'est plus aisé, mais alors celui-là... J'ai déjà eu ces remarques-là, que c'était pas facile au sens où, comme s'il y avait plusieurs niveaux, comme s'il y avait plusieurs textes, enfin, c'est difficile de rupture, effectivement. Oui. J'ai déjà eu ces remarques. Ouais. Sentiment qu'il y aurait plusieurs textes les uns sur les autres. Oui. En plus du texte de Lacan, en plus du texte de Duras, quoi. Il y a un empilement, non. Des croisements de textes, peut-être. Mais bon, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je me rends pas bien compte de ça. Mais c'est un texte qui est issu d'un séminaire qui s'est tenu que j'ai fait pendant environ, je sais plus, 2-3 ans. D'accord. Donc, comme un séminaire, on n'a pas dès le départ prévu la fin. J'ai pris des bribes aussi de séminaire pour les remettre ensemble. Mais enfin, ça me semblait faire quand même quelque chose qui se suivait. Donc moi, j'ai eu l'impression que ça se suivait, mais c'est vrai qu'il y a... Je crois que c'est lié aussi, cette impression de morceaux, c'est lié à ce que vous disiez, la question du ternaire, c'est-à-dire que Lacan tient toujours plusieurs trucs en même temps. Il lit quelque chose à l'aide d'un autre. Bon, il va lire, par exemple, là, bon, c'est manifeste, c'est dit
l'université, il va lire Duras avec Marguerite de Navarre. Oui. Et donc, il y a toujours cette espèce d'écart comme ça entre les textes dont on se sert, qui fait jouer ensemble, et où lui-même est encore à une autre place. Donc, moi-même, en travaillant ça, je dirais comment j'y suis venu, et en travaillant ça, donc j'ai été obligé de reprendre ces références de Lacan, Duras, Marguerite de Navarre, de voir comment, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi l'éthique, et puis bien d'autres références aussi dans ce texte, dans ce court texte quand même. Il est très court, oui. Assez court. Plusieurs références, et de quelque chose qui qui était aussi en mouvement d'une certaine façon. C'est-à-dire où j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, il était dans un moment de passage lui-même, c'était en 65, un moment de passage dans son rapport à l'écriture. Il y avait quelque chose qui... 65, à l'écriture et à la topologie aussi, parce qu'il parle du nœud. Il parle du nœud de Marguerite de Loevestein, alors qu'il n'a pas encore trouvé le nœud roméen. S'il en est encore au plan projectif, et il ne le nomme même pas comme tel. Donc il est lui-même dans quelque chose, j'ai trouvé, d'un passage, quoi, au niveau de son rapport à l'écriture. L'évolution de sa pensée. Pardon, oui. L'évolution de sa pensée. Oui. Moi, je trouve pas du tout que c'est un morceau, pas du tout. Au contraire, vous ferez très bien, au contraire, oui, en amenant à l'idée de sublimation. Je ne trouve pas du tout que ce soit un morceau, pas plus que le travail d'hommage de Lacan. Oui, mais si vous voulez, bon... L'évolution, les associations, les connexions qu'il établit et que vous reprenez en les approfondissant. Oui, mais auquel j'en ajoute, si vous voulez, par exemple, l'histoire de... Par le ternaire de Lacan. Non, mais l'histoire des Ménines, par exemple. Oui. Avec le regard. Je l'ai ajouté parce que c'est un texte, enfin, pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, il y a la question d'un ternaire qu'il introduit dans les Ménines, nommément, enfin, il parle de ça, et que c'est un texte qui est contemporain de l'hommage à Loevestein. Tout à fait. De l'objet de la psychanalyse. Absolument. Donc il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé, quoi, qui s'éclaire de la lecture de sa lecture des Ménines par Loevestein et qui éclaire Loevestein. Oui. Dans ce rapport au regard, en effet, et à la fenêtre, etc. Et donc, oui, mais c'est pour dire, si vous voulez, que ça amène d'autres références que Lacan n'a pas forcément, qui sont chez Lacan, mais qui à chaque fois demandaient un détour. Donc il y a un chapitre là sur les Ménines qui peut donner le sentiment d'une certaine rupture par rapport à la lecture du texte. Mais voilà, il faut, en fait, c'est... Ouais, donc, non, mais ce sentiment, c'est l'impression que quelque chose, effectivement, qui s'enroule, quoi. Quelque chose qui s'enroule, qui va, qui revient, qui repart, voilà. C'est pour ça que je vous parlais de mouvement aussi, ouais. Absolument. Et... qui est très sensible dans ce texte. Voilà. Ça, et puis, effectivement, cette question de la sublimation, enfin, moi, c'est... Enfin, ça, peut-être j'en parlerai après, quoi, mais c'est sur quoi j'ai débouché, quoi. Enfin, j'ai découvert la sublimation avec ce texte, enfin, quand même. Mais, juste pour répondre à la question avant sur le comment j'y suis venu, c'était par rapport à la question de l'être à trois, c'est-à-dire dans la mesure où c'est ce texte qui est un peu un apax chez Lacan, la formule de l'être à trois, et que je travaillais sur l'être à trois à la suite d'un travail sur les noms du père, les noms du père, et sur la notion d'air, les noms du père, et donc qui mettait Lacan oppose comme ça les non-dupes qui errent et les dupes qui n'erreraient pas, mais que cette opposition n'est pas si
tranché que ça, et que errer, c'est quoi? C'est les non-dupes qui errent, les non-dupes de la structure qui errent. Et ceux qui sont dupes, c'est ceux qui sont dans le voyage. Il fait l'opposition entre un rapport au voyage, avec la notion d'une diachronie, du temps comme ça, de la vie, de la mort, enfin ceux qui pensent en fonction du temps comme ça qui passe et qui... Voilà, et on suit la ligne de la vie, la mort, etc. Et à l'opposé de ça, avec un avant, un après, etc., à l'opposé de ça, la structure qui, c'est quelque chose qui va se répéter ponctuellement, qui va avoir ses effets d'après-coup, qui n'est pas pris dans la même temporalité et qui est référé à quelque chose, non pas tant de la continuité de l'histoire, mais une certaine discontinuité des éléments de la structure. Et donc il oppose ces deux, ce qui erre dans le voyage, disons, et ceux qui n'errent pas dans la structure. Mais c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, effectivement, certains se sont dit, bon ben voilà, il faut pas errer, il faut errer, au contraire. Bon, non, enfin, donc c'était dans ce type de travail que donc j'étais venu à une notion un peu de sujet qui était entre deux airs, quoi. L'ère de la structure et l'ère du voyage, que par l'ère du voyage on pouvait arriver à la structure et que dans la structure on pouvait lutter sur le voyage. Et d'ailleurs Lacan lui-même, pour Freud par exemple, oui, quand même quelqu'un qui n'a pas trop erré, Freud, il dit que là il a erré. Enfin bon, donc l'opposition n'est pas tranchée comme ça, c'est pas blanc-noir. Enfin. Et donc c'est par rapport à ça que je me suis posé la question d'un sujet qui serait entre deux airs, et que m'est revenue cette notion de l'être à trois, donc d'un être à trois qui serait entre deux airs, quoi, de quelque chose qui... Non. Bon. Donc c'est comme ça que je suis venu, et donc par rapport à ça, si vous voulez, j'ai essayé de repérer plusieurs formes d'être à trois. Enfin, il y en a beaucoup dans différentes domaines, par exemple. Enfin bon, je me suis intéressé, j'ai pas développé ça et c'est resté dans des cartons parce que je suis resté fixé sur Duras. Mais par exemple, la correspondance entre Boris Pasternak, Marina Tsvetaeva et Rilke, qui était un truc absolument extraordinaire, un petit volume d'une correspondance à trois, quoi, qui a duré 6 mois jusqu'à la mort de Rilke, et qui est fascinante, enfin, comme justement quelque chose qui se noue entre les trois, vraiment entre les trois, et qui constitue une espèce de mystique, là, d'une relation qui serait, oui, la poésie et l'amour sont complètement liés, et la littérature, enfin la poésie, et donc il y avait ça. Il y a d'autres cas d'être à trois différents, par exemple chez Rousseau, dans le dialogue de Jean-Jacques avec Rousseau, où on a ces trois personnages, Rousseau, Jean-Jacques et le public extérieur, enfin, et Jean-Jacques Rousseau aussi. Enfin, bon, donc j'avais comme ça essayé de répertorier plusieurs cas de figure, en quelque sorte, d'être à trois. J'ai voulu, parce que c'était une expression comme ça unique chez Lacan, de l'être à trois, qui m'a semblé originale. Et donc j'ai voulu voir si ça pouvait s'appliquer à d'autres cas que le Wittgenstein. Donc j'ai cherché ces autres cas. Et puis je croyais avoir lu bien le Wittgenstein, enfin le texte de Lemage, de Lacan, et puis à chaque fois j'y revenais, et puis bon, finalement j'étais happé par ce texte, qui était le point de départ, mais c'était un point de départ parmi d'autres, quoi, pour passer à d'autres, pour rassembler d'autres, et donc je me suis dit, mais c'est pas possible de ne pas s'arrêter vraiment à ce texte de Lemage à Wittgenstein, le prendre en tant que tel. Il ne suffit pas d'extraire simplement cette expression l'être à trois, mais vraiment mettre au travail. Mettre au travail dans le texte même. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à ce texte, quoi. Et enfin, je suis
oui, arrivé et je suis resté, quoi, en fait. Et que ça m'a pris 2-3 ans au séminaire, donc de venir dessus, de faire des déclarations, etc. Et d'aboutir sur ce problème de la sublimation, quoi. Bon, alors là, la sublimation, bon, je crois qu'on peut en parler un peu, là, tous, ici, peut-être ce soir, c'est-à-dire que c'est quand même une notion, bon, enfin, si on regarde dans la planche et Pontalis, ils disent bien que Freud n'a pas achevé, en quelque sorte, l'exposé de cette notion. Il l'a laissé un peu en friche, en quelque sorte. Donc c'est quelque chose qui comporte des contradictions, on ne sait pas très bien où la situer, etc. Je parle dans le milieu analytique, je ne parle même pas là dans le discours du courant, quoi. Et que donc Lacan parle nommément de la sublimation pour dire justement en même temps que les analystes sont un peu démunis par rapport à cette notion, et il situe dans le texte de Marguerite Duras comme œuvre de sublimation à laquelle justement il ne va pas se mettre à commenter quelque chose. Voilà, il va dire bon, elle a déjà suffisamment fait là, elle a fait acte de sublimation, mais que ce qui m'est apparu, c'est que Lacan lui-même, disant ça, faisait lui-même acte de sublimation, et donc c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers notamment cet usage qu'il faisait de l'Heptaméron, enfin d'une des nouvelles, la nouvelle 10 de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. C'est avec ça, c'est avec ce recours à ce texte aussi que ça lui permet aussi d'élaborer autrement, là, à partir de ce qu'il avait laissé. Et donc cette question de la sublimation, bon, c'est vrai que je l'ai abordée là, mais depuis la sortie de ce livre, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout arrivé au bout, et que c'est vraiment une notion voilà, qui est, je crois, une notion mal aimée un peu des psychanalystes, c'est-à-dire que soit la sublimation, c'est faire des tableaux, enfin, excuse, c'est pas... Non, mais vous voyez, c'est un analyste qui sublime, c'est après l'analyste qui, à la fin de l'analyse, il se mettrait à faire des tableaux, faire de la musique, je ne sais quoi, comme si c'était ça la sublimation. Non, enfin, ça, c'est pas... l'artiste, il sublime, l'artiste, il est artiste, mais l'analyste peut sublimer sans faire une œuvre artistique. Hein, voilà. Et donc la question se pose de comment l'analyste sublime. À ce sujet, vous évoquez quelque chose qui est très important pour l'analyste, c'est comment faire avec la pulsion au-delà de l'analyse. Est-ce que c'est ça que la sublimation? Après l'analyse, dans un au-delà de l'analyse. Voilà, mais bon, alors ça, oui, donc ça, c'est effectivement une question à traiter, hein, mais simplement pour rester au niveau de la sublimation, la confusion dans laquelle on est, Lacan l'a encore, mais ça date déjà de Freud, enfin il y a un article de Glover, Edward Glover, qui fait très bien le point déjà en 1932 que tout le monde pataugeait dans la sublimation. Les analystes, non mais c'est vrai, personne ne savait quoi s'en tenir. Alors, donc il y a plusieurs facteurs à ça. Soit effectivement on confond sublimation avec valeur culturelle, parce que effectivement la valeur culturelle a un certain rôle dans la sublimation, mais encore faut-il s'entendre sur valeur culturelle, parce qu'il n'y a pas de valeur culturelle absolue, il y a des valeurs culturelles relatives à certains discours, je veux dire, un mot d'esprit fera pas rire toutes les catégories de la population de la même façon. Enfin bon, et il y a ça, il y a le fait qu'on confond la plupart du temps sublimation avec idéalisation, parce que pourtant Freud sépare très nettement, mais parfois c'est difficile de différencier.
Et puis, il y a tout ce problème de la soi-disant désexualisation de la simulation. Alors là, c'est vraiment le pompon, quoi, parce que... non, mais c'est vrai, voilà, on baise ou on sublime, quoi. Voilà. Non, mais Voilà. alors que c'est quand on baise qu'on sublime, quoi, justement. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Non, mais si, c'est par rapport à la question des pulsions, enfin, donc il n'y a pas cette opposition-là, parce que cette idée-là, c'est vraiment lié à l'idée qu'il y a une pulsion génitale qui vient rassembler toutes les pulsions partielles. Il n'y a pas de pulsion génitale qui sépare homme-femme, il n'y a que des pulsions partielles. Et voilà, et c'est ça, c'est elle. La sublimation, c'est le destin des pulsions sans refoulement, dit Freud. Ça, destin des pulsions sexuelles. Le destin des pulsions sexuelles sans refoulement. Bon. Alors Freud ajoute que c'est inhibé quant au but. Alors on dit, bah oui, désexualisé, inhibé quant au but, donc c'est la sexualité qui est en dehors. Non. Ce qui est en dehors, c'est la sexualité, sexualité, disons, conçue comme aboutissant à un rapport sexuel, c'est-à-dire comme uniquement d'un point de vue d'une identité homme-femme bien établie qui, dans une pulsion génitale, rassemble leurs pulsions partielles en vue de la reproduction, quoi. Enfin, donc là, effectivement, c'est désexualisé à ce niveau-là. Mais la sublimation, c'est sexualisé au sens de la sexualité, enfin, si tant est qu'on sache que c'est, que des pulsions partielles, quoi. Donc ça, c'est fondamental, quoi. C'est fondamental, je crois. C'est que, je crois que c'est vrai que même les analystes ne peuvent s'empêcher d'avoir encore ce sujet-là, quoi. Donc il y a là, je crois, une difficulté, quoi, qui est liée à cette notion-là même de sublimation, difficulté que Lacan a essayé de résoudre, mais que ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, et encore, donc il a l'éthique, là vous le rappeliez, élever un objet à la dignité de la chose, donc ça il donne une définition qui permet déjà de préciser un peu le champ de cette sublimation. Et puis dans la logique du fantasme, par exemple, il revient encore sur la sublimation, il le met dans le quadrangle logique de Klein, et il parle de la satisfaction de la sublimation comme la satisfaction de la répétition. Donc c'est une notion qui est liée à la satisfaction de la répétition, la sublimation. Alors il faut s'entendre sur ce qu'on va appeler répétition, mais c'est quelque chose là qui est fondamental, jusque, en effet, ce que vous rappelez là, à la fin de des quatre concepts, quand il dit qu'il parle de l'au-delà, de quelque chose qui serait de l'au-delà de l'analyse, comment le fantasme fondamental devient la pulsion. Devient la pulsion. Je pense pas si aisé que ça à entendre. Donc, hein. moi, c'est un séminaire que je fais avec une autre personne, avec Maclé, qu'on travaille là-dessus. On travaille sur comment comprendre ça, comment comprendre cette phrase que fantasme fondamental. Le fantasme fondamental, c'est quoi? C'est pas exactement le fantasme originaire dont parle Freud, ça peut être ça, mais c'est pas exactement ça. C'est ce que Lacan met sous avec la formule S par poisson 2A. C'est ça qu'il appelle fantasme fondamental. Et donc ça devient la pulsion, mais ça devient la pulsion pas, ça ne deviendrait plus le fantasme fondamental, et puis ça se transformerait en pulsion. Non, il y a déjà de la pulsion, il y a déjà un nouage avec la pulsion avant, et donc ça devient la pulsion au sens où ça devient ce que c'était aussi déjà, on peut dire, en puissance. Enfin, si et donc c'est cette question qui fait la fin de l'analyse, et que, pour ma part, effectivement, dans ce
devenir la pulsion du fantasme fondamental, moi j'y vois la même chose que quand Freud dit la sublimation, c'est ce que devient la pulsion sans refoulement, quoi. C'est quelque chose donc qui serait ce passage-là, ce devenir-là serait de l'ordre, enfin, serait une opération de sublimation, proprement dit. Donc ça pose effectivement la question de la sublimation à la fin de l'analyse. Et comment, et quelle sublimation particulière, si on ne considère pas qu'effectivement c'est parce qu'on va faire une œuvre d'art, une sculpture qu'on devient de la sublimation, mais que dans l'exercice même, dans l'exercice même de la psychanalyse, il y a de la sublimation. Et là, c'est effectivement, donc c'est une question qui est au travail, mais qui rejoint, à mon avis, justement la question des cas. Il est évoqué, oui. Effectivement, quand vous parlez de Jacqueline, oui. Pardon. Vous appuyez votre propos sur ce qui doit être une définition de la psychanalyse, enfin, un ancrage technique de la psychanalyse en disant, je suis capable de vous citer, mais malgré tout, en gros, quand même, c'est ça, que dans la satisfaction qui est attendue, y compris et surtout par les symptômes, il y a à attendre, la seule chose qu'il faut attendre de la psychanalyse, s'il y a lieu, c'est une modification de la satisfaction pulsionnelle. C'est-à-dire que vous donnez... Alors, ceci dit, c'est ce qui, pour moi, me satisfait parce que dans votre écrit, on entend cet ancrage dans la clinique d'une façon hors cas qui me donne un appui à peu près sûr. Philippe me disait que c'était difficile à prendre cet écrit. Effectivement, il n'y a pas de définition de départ, d'axiome de départ, et c'est votre propos même. Quand vous dites par exemple ce qui se passe dans ma lecture me réalise un acte de sublimer, là on est quand même pris uniquement dans le mouvement qui se passe dans une psychanalyse, et on ne peut même pas s'appuyer sur ce qui pourrait être la destinée finale dont vous nous parlez là, de la fin d'une psychanalyse. Donc il y a de possibilités qu'à se plier à cet exercice un peu tordu, il faut quand même le dire, où quand vous dites que Lacan, lecteur, fait le récit et s'inclut dans le récit. Mais au fond, oui. Ça, c'est la position de tout sujet. Quand il se fait lecteur de sa propre position subjective, où il fait le récit, il s'inclut dans le récit. Mais c'est aussi ce qui se passe structurellement comme transfert. Il n'y a pas d'autre définition du transfert que ça. On est dans le récit. Comment ça? On est dans le récit et on s'inclut dedans. Il n'y a pas de c'est la définition du transfert? Oui. Non, c'est... Je suis contente de vous faire relever le nez, là. Parce que cette histoire de lectrice, de lecteur, en l'occurrence, de lectrice, excusez-moi, c'est un dérapage, de lecteur, ce qui nous importe là, c'est en ce qui concerne la psychanalyse, et dans quoi on est inclus dans cette affaire de lecteur. De Lacan en tant que lecteur, en tant qu'il s'inclut dans ce processus de lecture, en faisant le récit, et d'être inclus dans ce processus de lecture. Oui. Donc, mais ça, c'est beaucoup plus que le transfert. C'est quand même ce qu'on appelle le transfert. Et qu'il n'y a pas de récit sans que celui qui déploie ce qu'il a déployé soit dans une spatialité transférentielle. Oui, c'est... Et ça n'est qu'à ce titre-là, juste pour une demi-minute. Non. Ça n'est qu'à ce titre-là que, suivant ce mouvement-là, il y a une chance pour que le maniement du transfert
arrive à amener, parce que vous avez une sublimation qui est, me semble-t-il, simplement s'approcher au plus près de ce qu'est l'objet petit a, un peu débarrassé de ces occurrences d'objets partiels. Donc, pour en arriver là, c'est ce moment de substitution au sujet supposé savoir de l'objet petit a. C'est ça le moment de sublimation à l'acte dont vous parlez. Autrement dit, c'est une situation transférentielle. Alors, votre terme de transfert, je l'ai remarqué tout à fait, ou moi je l'ai raté, si vous voulez. Je ne l'ai pas trouvé dans votre texte. Mais j'en déduis malgré tout que ce dont vous parlez, puisqu'en plus vous ajoutez ce soir que ça vise la fin de l'analyse, ça ne peut être que ce qui signale quelque chose à propos du transfert. La gagnante. Oui, mais justement dans son au-delà. Au-delà, mais passant. C'est-à-dire avec ce mouvement de non, passage dont vous parlez, qui me réalise. Je n'existe pas en tant que tel, si ce n'est dans ce mouvement même qui me réalise. Oui, mais par exemple, si on reprend ce mot de transfert, ben oui, par exemple, parce qu'on sait que c'est Marguerite Duras qui en parle dans son interview, qu'elle a, parce que de Lelvestein, Lacan, la première fois qu'il en parle, c'est à la fin de son séminaire sur les problèmes cruciaux en 65. À la fin du séminaire, c'est un exposé de Michel Montrelet. C'est Michel Montrelet qui fait un exposé de présentation de Lelvestein. Et sans doute, je suppose, enfin, je ne sais pas si c'est son initiative à elle ou c'est à la demande de Lacan. En tout cas, Lacan intervient et il y a un dialogue entre eux. Donc c'est la première fois que Lacan, qu'il en parle finalement de Lelvestein, puisque le texte écrit date de la fin de 65, donc écrit après. Et entre ce moment de séminaire de Lacan et l'écriture du texte, Lacan est allé voir, rencontrer Marguerite Duras. Il l'a rencontré, donc elle nous raconte comment il l'a rencontré dans une cave à Saint-Germain pendant 2 heures, à minuit. Elle était épuisée, elle avait un peu peur et tout. Ça l'avait beaucoup impressionné et que donc Lacan n'a pas lâché, il lui posait plein de questions. Et bon, là on peut dire, si vous voulez, on peut dire, ben oui, là, Lacan fait un transfert sur Marguerite Duras. Pourquoi pas? Et quand il écrit, non, c'est pas ce que je dis, mais c'est moi ce que c'est pour contester, si vous voulez, ce que la restriction que vous nous apportez, je trouve, avec ce terme de transfert-là, parce que quand il écrit, si vous voulez, oui, on peut dire qu'il a un transfert sur Duras, sur ses textes, etc. Oui, mais il fait plus puisqu'il écrit lui-même. C'est pas son écriture. Me dites-vous que c'est un transfert sur Duras? Je dis que ce que vous décrivez comme structure là, de l'être à 3, c'est et surtout tel que vous le décrivez, comme cette réalisation à l'acte de sublimation, et comme cette description dans laquelle je m'inscris, c'est la définition du transfert, pas celui de Lacan sur Marguerite Duras, celui auquel nous avons affaire dans la psychanalyse, dans une purge. Dire qu'il y a du transfert, oui, mais dire que c'est ça la définition du transfert, moi je ne le vois pas comme ça. Mais je me permets de vous poser la question parce qu'effectivement la question du transfert, qu'ils n'ont jamais nommé, que je pensais pouvoir reconnaître, je m'obstine, elle reconnaît le transfert comme dans ce mouvement même dont parlait Philippe quand il a commencé, à quel point c'est difficile de le réduire à quelque chose qui partirait d'une définition autrement dit une définition de la topologie qui soit autre que modélisée, telle que vous le dites assez régulièrement, et qui soit faite de ce mouvement même. Rien de plus. Mais si on dit transfert quand même,
parle de sujet supposé savoir, et donc ça voudrait dire qu'il y aurait quand même le maintien d'un supposé savoir. Or, c'est pas ce vers quoi nous conduit ce texte de Lacan. Il ne conduit pas vers l'idée qu'il y aurait un sujet supposé savoir. Au contraire, il y a quelque chose qui est, si vous voulez, du transfert, si vous voulez, mais vraiment du transfert qui est mis à un travail justement du désir de l'analyste, qui n'est pas une vision d'analyse de l'objectif tel, d'un peu pas comme ça. Ah bah, d'accord, oui. C'est la cause, c'est la peine du savoir. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il suppose, avec l'enchaîne comme ça, qu'il suppose à Duras un savoir sur le texte de Wittgenstein, c'est pour ça qu'il va l'avoir effectivement avec la substance. Oui. Il y a quelque chose, et probablement aussi du côté de Duras, qui est un peu effrayé à juste titre en Lacan, qu'il suppose à lui aussi un savoir à lui. Oui. Et quand vous soulignez à juste titre que cette histoire que les transferts, ça ne se joue que sur un sujet supposé de ça, on entend bien en effet que c'est dans cette circulation, tension, mouvement. Qu'est-ce qui sait quoi Qu'est-ce qui sait quoi sur le Wittgenstein? Mais là, par exemple, excusez-moi, juste pour répondre à ça, effectivement, il parle, comme il dit aussi, l'artiste précède l'analyste, enfin, donc il y a toutes ces choses-là, et il dit à un moment donné, plus superflu reste mon commentaire de ce que Marguerite Duras fait en donnant l'existence de discours à sa créature. Car la pensée même où je lui restituerai à IS son savoir ne saurait l'encombrer de la conscience d'être dans un objet, puisque cet objet, elle l'a déjà récupéré par son art. Voilà. Donc, si vous voulez, d'accord, il lui restitue un savoir, certainement. Mais c'est quelque chose qui débouche sur, c'est là le sens de cette sublimation, c'est-à-dire débouche sur, disons, ou alors c'est un savoir-faire, avec l'objet A, quoi, hein, qui déjà, c'est sans doute ça. enfin, n'est pas le maintien d'un sujet supposé savoir, quoi. Là, il parle de restituer son savoir. Mais on pourrait se demander effectivement si le savoir de Duras, son savoir insu, c'était justement de faire avec l'objet du regard, l'objet à voir, hein, quand même, dans ce texte, dans sa façon d'écrire, justement. Oui, mais si vous voulez, si on voit comment justement Marguerite Duras, c'est ce que j'ai su après aussi, comment elle a écrit l'Olvestein, elle n'a pas écrit l'Olvestein d'un seul trait. Hein. Il y a eu, je ne sais pas combien de versions de l'Olvestein avec des fins différentes qu'elle a écrites. Tout ça est très bien raconté dans la Pléiade, dans un texte, je ne sais plus le nom de celui qui l'a écrit, enfin qui a fait une postface à l'Olvestein dans la Pléiade. Il y a eu plein de versions de l'Olvestein avec des fins différentes. Il y a eu une tentative de théâtre de l'Olvestein, une tentative de cinéma, etc. Il y a eu donc des morceaux qu'elle a recomposés partiellement. Enfin, il y a eu tout un travail préalable d'écriture, c'est-à-dire qu'au final, Marguerite Duras a toujours dit que ce cas de l'Olvestein, qu'elle a inventé à partir de sa rencontre avec une malade dans un hôpital psychiatrique, lui est tombé dessus, et que c'était elle d'une certaine façon, et que par la suite elle n'a plus jamais été la même, que toutes ces héroïnes ont été empreintes d'elle, et qu'il y a eu quelque chose qui l'a dépassée complètement, qu'elle n'a jamais. Donc elle n'avait pas une maîtrise de ce savoir-là de l'Olvestein. Donc elle était voilà. Bon.